Aujourd'hui, je suis à Eclipse et je vais aller me balader dans le salon pour rencontrer les différents auteurs qui s'y trouvent, pour les interroger un petit peu sur leurs travaux. Et j'arrive en ce moment là sur la table des courants alternatifs. Les courants alternatifs, donc je connais personne ici. Comment tu t'appelles, mon petit ? Vivien. Vivien Féasson, je suis d'abord avec Félix Bérou. Félix, ça va la pêche ? Ça va à la pêche. Je suis avec Jérôme S de Poitiers. Qu'est-ce que tu fais là, Romaric ? Mais écoute, je suis venu à Eclipse et il se trouve que j'arrive là en plein milieu d'un stand des courants alternatifs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les courants alternatifs, Félix ? Tu peux nous présenter tout ça ? Aujourd'hui, ce qu'on a de nouveau, c'est le Frankenzine, c'est le tout premier fanzine de l'équipe. Donc il est à prix libre, il y a 16 pages. C'est des articles écrits par les membres un peu à gauche à droite. Chaque article est dans sa typo différente, quoi. Personne s'est organisé pour faire exactement la même chose, donc c'est une jolie créature qui est faite pour. C'est la nouveauté de cette fois-ci. Chaque stand, chaque convention, globalement, on essaie d'avoir au moins un nouveau jeu, un nouveau machin. Là, on a le zine, quoi. Et puis dans les sorties un peu récentes, il y a Café Noir. C'est pas sa première sortie, mais Café Noir, c'est donc le jeu de Dog Dandy hacké de Makato Monsters. Dog Dandy, tu veux dire cette espèce de serial raliste ? Je crois bien, ouais. Mais c'est n'importe quoi, ça. D'accord. Donc alors, on a quoi ? Là c'est énorme. C'est-à-dire que quand on arrive sur le stand des courants alternatifs, c'est là qu'on se rend compte un petit peu des sorties du jeu de rôle indépendant francophone ces derniers temps. On a plus de jeux que sur tout le salon réuni, je pense, sur cette table. Là, je viens de compter vite fait, il y en a 25. 25 jeux. Je vais les citer rapidement. Alors là, il y a l'Agence d'Adrien Cahuzac, il y a Démurge de Frédéric Sintès, Terre de sang de Manon et Simon Ly, Prosopopée de Frédéric Sintès, Damné de Simon et de Manon Ly, si mes souvenirs sont bons également, La vie de l'absent de Tiramisu. Je viens de citer quasiment que des jeux qu'on a testés à la cellule. On n'a peut-être pas testé Terre de sang. Je crois pas qu'on ait testé celui-là. Non, me dit Vivien. Il y a Sur les frontières de Manuel Bedouet, il y a Into the Woods de Morgane Régnier, Les marches du pouvoir, Summer Camp. De quoi ? J'ai dit quoi ? Non, c'est parce que tu parles plusieurs. En fait, à chaque fois, tu parles d'un auteur, puis tu prends le jeu d'un autre, puis tu reviens sur le jeu du même auteur, et du coup. Du coup, on comprend rien. Prends-les par groupe. Ok, par groupe. Ah oui, d'accord, il y a des groupes. Ah oui. Tu as dans Morgane Régnier, du coup, on a Into the Woods, et puis les quelques derniers exemplaires de Sur la route de Chrysopée, son jeu épistolaire. De Manuel Bedouet, il y a Sur les frontières, puis Aux marches du pouvoir, qui est, je crois que c'est son jeu le plus récent actuellement. Le dernier qui est sorti. Summer Camp, le jeu. Non, c'est Aux marches du pouvoir, le jeu. Moi, j'aurais dit Summer Camp. On va voir. Non, c'est Aux marches du pouvoir, sûr. Petit quiz, chers auditeurs. Quel est le jeu le plus récent ? Du coup, on a aussi Summer Camp, donc son En jeu. fait, vous avez trié les jeux par auteur, en fait. C'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. C'est pour ça que moi, je faisais bêtement de gauche à droite, mais c'est pas comme ça que c'est rangé. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Alors, en fait, à chaque stand, moi, ce que je constate, c'est que la personne qui met en place les jeux fait ses propres groupements, tu vois. Moi, je l'aurais pas fait comme ça. Moi, j'aurais mis Prosopopée juste à côté de Happy Together, parce que c'est deux beaux jeux contemplatifs et poétiques. Mais bon, il est quand même à côté de La vie de l'absent. Enfin bon, voilà. Chacun sa propre taxinomie. Toi, t'aurais classé par style de jeu, finalement. Je l'aurais fait une fois, après j'aurais fait autre chose. Ouais, je comprends. Donc il y a De mauvais rêves de Julien Poire, ça je sais pas, c'est quoi Tour de garde ? C'est le hack de Mauvais Rêves où on joue des gens qui sont dans un donjon et qui en chient, en fait. Ah, mais je l'ai pas celui-là. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est le troisième hack de Mauvais Rêves. C'est le troisième des hacks de Mauvais Rêves et les deux premiers ne sont pas encore sortis. C'est quoi ce délire ? En fait, De mauvais rêves, c'est un jeu, c'est vraiment un langage, quoi. Ça te dit comment tu vas jouer. Et en fait, le contenu de mauvais rêves, c'est jouer une famille dysfonctionnelle dans un grand nord fantasmé. Mais tu peux jouer pas mal d'autres choses avec exactement le même langage, exactement les mêmes règles, quoi. Donc derrière De mauvais rêves, lui, ce qu'il a inventé, c'était De mauvais riffs pour jouer la dernière tournée d'un groupe de rock. Il a inventé Glorieuse pour jouer du catch dans le style de la série Glow. Et puis Tour de garde pour jouer du main fan. Et il se trouve que Tour de garde, c'est celui qui l'a finalisé, en fait, qui a donné ce fascicule. Les autres arriveront un jour, dans pas trop longtemps. En fait, ils sont déjà jouables si on a De mauvais rêves, mais il y a toujours plein de petits conseils en plus dans les hacks qu'il écrit derrière, quoi. D'accord, ouais. Donc en fait, dans les hacks, on trouve surtout des conseils pour jouer dans d'autres styles de setting, finalement. C'est ça, ouais. Ok. Et donc, t'as les conseils. Donc, le Frankenzine, donc qui est un... Alors, comment expliquer ? Faut expliquer ce que c'est déjà le podcast Frankenstein, peut-être, pour comprendre l'origine de ce zine, non ? Ouais. Alors, qui est à l'origine du podcast Frankenstein ? Tu sais pas ? Ouais, vous savez pas ? Qui c'est ? Volsung ? C'est Volsung ? Je sais pas, je dis peut-être, j'aurais dit Volsung, mais je suis pas sûr. Le premier, il me semble que c'était Thomas.
Thomas Munier, hein, le premier. Thomas Munier, l'initiateur de l'idée. Stéphane qui nous a rejoint. Stéphane, ça va la pêche? Ouais, ça va la Alors, toi, pêche. tu dirais que c'est Thomas Munier aussi Il me semble. Ok. Mais je suis pas sûr. En tout cas, voilà, c'est par définition, c'est un podcast Frankenstein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire justement? Il y en a eu 3 jusqu'à maintenant. En fait, c'est un théoricien, une théoricienne, quelqu'un qui donne une idée, un truc, un sujet, et qui attend des autres, qui lui envoie des contributions de 5 ou 10 minutes en audio. Et donc le podcast Frankenstein, c'est ce qui en sort au bout d'un mois, c'est-à-dire mis bout à bout, 1 heure et demie de podcast, qui sont des interventions de plein de personnes différentes, quoi. Et il y en a eu 3 jusqu'à maintenant. Ils ont été hostés sur 3 sites différents, en fait. C'est chacun qui fait sa propre tambouille. Il y en a un 4e en cours par Voltsung, donc de 2D6 Plus Cool. Et voilà, c'est sur des thèmes déjà très variés. Et c'est d'où le nom Frankenstein, parce que c'est composite, en fait, c'est un composé de plein d'audios différents. Et ça donne effectivement une impression de podcast composé par différents types d'enregistrements, etc., etc. Et donc le Frankenzine, c'est en fait un fanzine qui reprend le même principe. Essentiellement, ouais. On avait ce thème qui était Frankenstein, qui correspondait de toute façon avec ce qu'on allait faire, c'est-à-dire des articles mis bout à bout sans plus de cohérence que le thème de base, quoi. Encore, on n'était même pas obligé de le suivre. Et puis, il y a des articles de théorie, il y a des pitchs de jeux, il y a un petit peu de tout, quoi. Il y a un article d'Arjuna sur le langage inclusif, il y a un article de Thomas sur ce qu'il appelle le conjugué de jeu de rôle à imparfait. Bon, je vous laisse le lire, quoi. Ok, oui, bien sûr. Le PDF est sur Internet aussi, hein. D'accord, très bien, ouais. Donc l'idée c'est de publier en fait des articles des courants, enfin des différents auteurs des courants alternatifs dans un fanzine qui sortira tu sais pas en fait Tous les, on sait pas. On aimerait bien en faire un autre pour la prochaine convention, la prochaine grosse convention qui serait Octogone. Il y en aura d'autres avant, je sais pas. Il y a aucune règle fixée, quoi. Ce qu'on publie dedans, est-ce que c'est des articles? On publie des choses qui sont publiables, c'est déjà pas mal. Et ça peut être des jeux, des articles, surprenez-nous, quoi. Excellent. Donc on a les autres. Alors ça c'est quel auteur, sa libreté, tous ces trucs là, c'est des jeux de merde ça? Qu'est-ce que... Je sais pas. Donc c'est les jeux de Vivien Féasson qui sont là bien sûr. La forteresse dénuée qui est le kit d'initiation de Libreté. Libreté, les fleurs du mal, perdu sous la pluie bien entendu. Tous ces jeux ont été testés à la cellule me semble-t-il. Oui, tout à fait. Tout à fait mon ami, même des jeux pas sortis qui ont été testés. Oui, tout à fait. Psyrun de... Qu'est-ce qu'a écrit Psyrun? C'est Baker, c'est Vincent. Ah voilà, c'est ça. Ok, donc Baker, Lingner et Moore. On l'a testé ce jeu-là à la cellule également, mais pas dans cette version-là. Il me semblait que le Psyrun qu'on avait testé, c'était un unzip, un jeu à unzipper avec il y avait très peu de... C'était un jeu en une page, nous qu'on avait testé, je crois, non? Non, c'était ce jeu-là? Ok, je dois confondre avec... Ghost Echo. Ah oui, c'est ça, je confonds avec Ghost Echo, c'est ça. Psyrun, c'est... on l'a testé aussi, Psyrun. Qui a joué, t'as dit que c'était pas trop pour toi parce que c'était un jeu avec partage de la narration et que tu t'étais fait des secrets trop cool dans ta tête et que en fait... tu les avais pas eu. Ça m'étonne pas de moi, ça m'étonne pas. Comme d'hab quand tu joues à un jeu à narration partagée. Ok, d'accord, très bien. Ah oui, si, je me souviens. Ouais, c'est ça. J'ai joué à ça effectivement. Et tu te rends compte, je commence à avoir joué à tellement de trucs que j'ai incapable de me souvenir. Et tu vieillis. Ouais, merci. Et Café Noir, donc qui est le jeu de Doc Dandy dont on a pas. Vous pouvez m'en parler un petit peu plus de Café Noir quand même, parce que moi j'y ai pas joué. Alors moi je peux en parler un petit peu parce que j'ai testé déjà. C'est un jeu OSR qui pour un jeu OSR, la particularité de ne pas jouer sur l'exploration de donjons ou le médiéval fantastique, mais sur le genre noir, donc le roman noir, le film noir, ce truc qu'on a surtout connu dans les années 50. Donc voilà des histoires de détectives bourrus qui sont dans des villes dégueulasses avec des politiques corrompus et des victimes innocentes qui se font happer par les milieux du crime et tout ça. Et donc avec des prix à payer pour arriver à tout un tas de choses. C'est OSR, ça joue sans scénar, c'est très sympa. Yes, c'est cool. On a Inflorenza Minima aussi de Thomas Munier, mais dans une version que je ne connaissais pas, qui est une version illustrée. Elle est très belle, en couleur et tout. C'est maquetté par un Willy Carbourdin.
illustré par Willy Carbondin. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Tu peux nous en parler un peu, Félix ? Un petit peu. Influenza Minima, à la base, c'était un hack de Influenza qui supprimait les jets de dés, qui avait pour objectif de pouvoir se jouer sans matériel, quoi. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de dés, il n'y a rien. Il y a 2-3 trucs. Un personnage est défini par une quête qu'il veut atteindre et 2 symboles, mais tu peux les garder en tête et ça suffit, quoi. Et le but d'Influenza Minima, c'est plutôt que de jouer des tragédies très esthétiques, c'est plutôt de jouer des conflits moraux, quoi. Donc c'est un jeu dans lequel on joue quelque chose qui ressemble un peu à un conte cruel dans les forêts de Milvaux, avec la règle principale qui est si je veux atteindre quelque chose, je peux, mais ça me coûte quelque chose d'autre. Donc il y a des prix à payer comme monnaie de base, quoi. Donc au début le jeu est sorti comme un PDF, je sais pas, c'était 10 pages, un truc comme ça sur internet, gratuit toujours avec Thomas. Et là c'est une version, une V2, donc beaucoup plus étoffée, avec pas mal de conseils de jeu qui profitent beaucoup de retours et de discussions sur le jeu moral qui ont lieu autour des courants avec Thomas, avec Valentin T, d'autres gens comme ça. Et donc beaucoup plus étoffé, plus illustré et tout, qui ont fait un très joli bouquin. Voilà. C'est vraiment beau, quoi. C'est une version vraiment très très jolie d'Influenza Minima. On a aussi Les Petites Choses Oubliées de Christophe Guillaume Beuclet et de Sylvie Guillaume Beuclet. Illustré par Virginie Study, qu'on avait eu l'occasion aussi d'interviewer dans un pendant ce temps-là à la Barreau. Donc, on a le Happy de Maître Bois et le Happy Together de Maître Bois aussi de Gaël Sacré, que vous connaissez sous le nom Gaël Sacré. Les Forges d'encre de Pierre Gavard-Coleni. Ça, je connais le nom Pierre Gavard-Coleni, mais je connais pas les Forges d'encre. Saladin, son pseudo sur internet. Ouais. D'accord, c'est ça qui avait aussi écrit Explorateur, là, qu'on avait testé dans la cave. D'accord, très bien, ok. Et donc c'est quoi alors les Forges d'encre ? Alors je peux assez mal parler des productions de Saladin, parce que je les connais pas bien. Je crois que les Forges d'encre c'est essentiellement un jeu, enfin c'est pas exactement un jeu, mais c'est un jeu qui propose de faire du world building. On construit un univers dans lequel on va jouer des aventures et on veut le construire ensemble, tous ensemble, en inventant petit à petit ce qui va autour, quoi. Je peux pas en dire beaucoup plus. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Donc là, les carnets du rôliste, musée oracle. Ah oui, donc tout ça, ce sont des jeux de Pierre Gavard-Coleni en fait. J'ai bien compris. Coleni. Je dis Connelly, c'est Coleni. Hein. Attention, Pierre Gavard-Coleni, faut pas se tromper. Et là, tu as une pile de jeux qui tiennent en une page ou deux. C'est quoi ça ? Ce ne sont que des jeux qui tiennent en une page à prix libre. Qu'est-ce que la reine d'Angleterre fait ça, je sais pas ce qu'est fou là cette page. D'accord. Okay. Donc il y a des jeux, tu vois là, on a une liste. Donc il y a la brigade anti-paradoxe, le costume du désordre, enquête buissonnière, éternel samedi soir, le fantastique violence sexe caca. Tu l'as testé, violence sexe caca ou pas encore, mais ça va venir. Ah là là, un punk comme toi n'a pas encore joué à ça, c'est quand même incroyable. Ça c'est des jeux. Tout ça c'est des jeux en une page. Trop long pas lu ou... Alors trop long pas lu. Ouais. La plupart sont de Com Martin, il y en a quelques-uns de Manuel Bedway aussi. Et ouais, ils viennent tous du site que eux ils ont construit ensemble en fait avec Julien Poire aussi, qui est trotlongpalu.fr, ouais, avec plein de jeux comme ça, gratuits en 1 ou 2 pages, avec des critères assez précis qui sont faits pour être jouables quand même, un autre, quoi. Il se passe tellement de choses dans l'indépendance francophone, vous voyez qu'on resterait bien pendant des heures à discuter de chacun de ces jeux. Donc c'est extraordinaire de voir comme ça un stand des courants aussi vivant avec plein de monde autour, plein de jeux. C'est très très bon. Félix, puisque je te tiens, donc tu es KF, le fameux auteur, l'un des 2 auteurs fondateurs, un des 3 auteurs même peut-être fondateurs de ce qu'on appelle le jeu en performance. Évidemment, on a enregistré, il n'est pas encore diffusé, mais on a enregistré un podcast de la cellule sur le sujet. Mais je voulais juste préciser que celui qui venait de nous présenter tout ça, c'est la voix que vous avez entendue. C'est l'un des fondateurs de ce courant, de ce paradigme, de cette façon de jouer au jeu de rôle dont on a eu l'occasion de vous parler cette année. Malheureusement, du coup, t'as pas pu entendre le podcast, donc c'est dommage. J'aurais bien voulu. Alors ça viendra. Et donc du coup, le jeu en performance vient avec tout un tas de questions. Et moi, la question que j'ai envie de te poser là, du coup, c'est en ce moment, quelle réflexion tu mènes autour du jeu de rôle en performance, et éventuellement de ces échanges avec la théorie forgienne. Alors, je mets juste un petit disclaimer avant. Nous, on défend la théorie de la performance, enfin ce qu'on appelle le jeu en performance, quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir ce que beaucoup de gens différents font avec ça. On a un gros focus sur le style. C'est quoi le style d'un joueur ou d'une joueuse, quoi. Et en particulier, il y a des gens qui disent des choses sur le jeu en performance qui sont discordants par rapport à nous, et c'est ok, quoi. On se nourrit du fait que, voilà, on se prétend pas les seuls et uniques auteurs d'une parole unique qui serait le jeu en performance. Mais du coup, ouais, la problématique qui me venait en ce moment, c'était la question de la reproductibilité des parties. C'est-à-dire, c'est quoi un jeu de rôle ? A priori, c'est un jeu qui te propose de faire plein de parties qui vont avoir quelque chose de commun.
Il me semble que dans le paradigme forgien, on se dit ok, toutes les parties sont uniques, elles sont différentes, c'est vrai, mais elles ont quand même une structure commune qui vient entre autres des règles, du meneur, de la table, plein de choses. Et on veut que cette structure soit reproductible dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si j'écris un jeu, je prétends transmettre quelque chose que les autres vont pouvoir reproduire à peu près, quoi. En fait, c'est même un critère de stabilité, tu vois. Un bon jeu, c'est un jeu où les parties reproduisent vraiment un certain thème, une certaine richesse, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est une façon de résoudre le gros problème de l'irreproductibilité des parties, c'est que les parties ne sont pas les mêmes. Deux parties différentes, même le même jour, sur le même jeu avec la même table, ne vont pas être la même chose. Même si tu te forces rigoureusement à rejouer la même chose, ça n'aura pas le même sens pour toi, parce que tu l'as déjà joué justement, quoi. Donc en fait, on peut poser comme ambition artistique de dire tant pis, c'est pas possible, moi je pose quand même comme objectif de faire des parties reproductibles et c'est parti, quoi. Et dans le jeu de rôle en performance, ce que j'aime, c'est justement jouer le côté nos parties, on les voit comme des trucs éphémères, non reproductibles, et à la limite, alors ça menace la notion de jeu en fait, la notion de jeu en soi. Alors, je peux donner un exemple de ça qui est très précis. Juste, est-ce que ça recoupe l'idée de mandala de Morgan Régnier qui a été présentée dans les micros de la cellule à plusieurs reprises? C'est-à-dire que la partie, c'est un mandala en fait. Oui, complètement, ouais. C'est-à-dire que c'est une construction qu'on fait là maintenant sur le moment. Ce qui en reste ensuite, d'un point de vue artistique, c'est des traces. C'est-à-dire, on peut faire des comptes rendus, on peut raconter, on peut dire comment ça s'est passé, on peut même enregistrer dans certains cas. Quand on fait des parties en audio, typiquement sur Internet, on a des cas où la trace qui reste, c'est tout. Mais c'est pas le contexte, c'est pas la partie au moment où elle a eu lieu, elle a pas le même sens que le moment où on l'a joué précisément, quoi. Évidemment. Ouais. Et donc un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu de rôle en ayant en tête l'irreproductibilité, c'était une partie très réussie qu'on avait faite avec quelques amis qui s'appelait Dungeons and Dragonflies. Maintenant on donne des noms aux parties parce que les jeux en eux-mêmes s'effacent un peu, quoi. Donc Dungeons and Dragonflies, c'était un truc qui ressemblait à de l'OSR, du Donjons et Dragons. Donc au début avec des caractéristiques fixées, force, dextérité, intelligence, beauté. Il y avait beauté au milieu. Et puis en fait on matinait ça avec du Dragonfly Motel qui est le jeu de Thomas, un jeu complètement barré pour jouer des moments oniriques, pas cohérents. Et donc on jouait du D&D au début, ça ressemblait à du donjon, de l'exploration, puis petit à petit ça se délitait et petit à petit on mettait des règles de Dragonfly Motel, quoi. Et on s'était pas fixé sur comment faire interagir l'un et l'autre. Au bout d'un moment, on pouvait déchirer ses caracs et les donner à quelqu'un d'autre, et tout était émergent comme ça, quoi. Et il y aura jamais un PDF ou un set de règles qui te dit comment tu joues à Dungeons and Dragonflies. C'était une idée sur le moment où on a envie de faire ça, de jouer ça, et c'est parti, quoi. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que moi, ce que je veux vendre au sens transmettre en jeu de rôle, c'est des pratiques. La Forge fait un choix qui est magnifique, qui est de dire je veux que les pratiques, la façon de jouer, elle émerge des règles. Que structurellement, en suivant les règles, on se mette à jouer d'une certaine manière. C'est magnifique. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est autre chose, c'est de légitimer des pratiques en elles-mêmes et pouvoir les placer, les poser sur les jeux, quoi. Donc on n'essaie pas du tout de reproduire le problème qui a pu arriver dans les années 90, qui est tout le savoir, toutes les pratiques sont contenus dans des MJ qui sont super forts, qui sont des MJ jeux en fait, qui savent très bien jouer. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de réussir à expliquer nos pratiques, mais c'est compliqué, on est dans un paradigme différent, donc on a besoin de s'appuyer profondément sur la théorie en fait pour comprendre comment on joue et comment on transmet ce qu'on joue. C'est assez génial. En fait, je m'aperçois effectivement que la reproductibilité d'une partie, nous, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on juge en fait. C'est-à-dire, en fait, nous, ce qu'on cherche, c'est à travers, par exemple, on joue à un jeu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on fait 4 parties différentes. Et au cours de ces parties-là, on aperçoit une structure qui reste. Donc ça va être les règles, ça va être ce qu'on appelle le système, ça va être des choses comme ça. Et on se dit, voilà, c'est ça, jouer à X, tu vois, et le jeu est X. Donc en fait, c'est grâce à la reproductibilité des parties qu'on peut accéder au jeu, du point de vue, enfin en tout cas de mon point de vue, voilà. Et toi, tu dis qu'en fait, il y a, j'ai presque envie de dire que tu nies l'existence même de jeu, au sens de jeu. Il n'y a que des parties, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas sens, ça n'existe pas. Il n'y a que des parties de sens. Tu vois, à la limite, ouais. Après, je suis très relativiste, c'est-à-dire que ma parole sur les jeux n'existe pas, elle concerne ce que moi je fais. Et tu peux aussi défendre un paradigme dans lequel les jeux existent et c'est ok, quoi. Je vais pas aller voir tous les gens qui ont écrit des jeux de rôle et leur dire vous n'avez pas écrit de jeux de rôle. Ce serait absurde. C'est absurde, bien sûr. Ouais. Mais ouais, pour essayer de reprendre cette distinction, moi je la verrais sur c'est en gros la structure versus la structuration.
Structure, ce serait un paradigme forgien dans lequel tu essayes d'isoler, de comprendre la structure des parties, comment ça se passe. Alors elle émerge des règles entre autres, mais elle émerge de plein d'autres choses. Et tu veux que cette structure, elle soit fertile, elle soit cool, quoi. Nous, ce qui m'intéresse, en tout cas, c'est plus ce qu'on appelle la structuration. C'est une fois que j'ai compris comment ça marche, une fois que je maîtrise un jeu, qu'est-ce que je peux faire qui est à côté de la plaque, qui est pas grammatical, qui est une erreur d'une certaine manière, mais qui est une erreur bien contrôlée, bien maîtrisée, une figure en fait, dans un sens un peu littéraire, et qui me permet de créer du sens et de montrer qu'il y a une façon de créer du sens comme ça, quoi. Et donc la structuration serait toujours jouer sur comment est-ce qu'on peut construire autrement du sens à partir de ce qui existe déjà. Et un exemple de ça que moi je vois, c'est dans mes parties de la clé des nuages. Donc j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait plusieurs avec Eugénie notamment. Et plus ça va, plus nos parties elles sont compliquées en fait. Les premières c'était vraiment typique du jeu, puis plus ça va, plus ça s'en écarte. Et on n'a pas envie de jouer comme on jouait avant, et plus ça va, plus c'est des variations, quoi. Voilà, au début du jeu, tu dois choisir ton artefact et ton talisman. Moi, j'ai fait une partie où j'ai oublié mon talisman, je sais pas ce que c'est. Et on s'amuse à voir qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux triquer, qu'est-ce que je peux modifier. Et si je sais comment ça va jouer, si je sais comment ça va marcher, ça m'intéresse plus. En tout cas, ouais, c'est intéressant. Bon, c'est un champ qui reste complètement à explorer. Le jeu en performance, les premiers articles sur le sujet datent de quand là? C'est il y a un an même, je dirais mai-juin de l'année dernière ou un truc comme ça. Donc on en est encore au balbutiement de ce paradigme, tu vois. C'est pour ça que aussi tu cherches les mots. Là où bien sûr à la cellule, ça fait 10 ans qu'on digère la forge, si tu veux. Donc on commence à. Donc mais j'ai hâte de voir vraiment ce que ça va donner et comment tu vas réussir. Ma sensation, c'est que tu cherches à théoriser l'inthéorisable, tu vois, il y a un côté, et voire même, et tu dis, oui, mais surtout, je fais pas de théorie, tu vois, c'est-à-dire que c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire, t'as envie de parler d'un truc, en te disant, mais je ne peux pas en parler, parce que ça m'échappe, moi, je fais de la théorie à fond, hein. Pour le coup, la clé des nuages que je suis en train d'écrire, là, c'est 1 tiers de règles, 2 tiers de théorie, globalement, le bouquin. Et, typiquement, tu vois, comment est-ce que tu organises, par exemple, dans un livre de jeu de rôle, puisqu'il faut quand même écrire des livres à un moment ou à un autre, comment est-ce que tu organises les règles versus les conseils, tu vois. Dans l'idée, les règles elles devraient déjà pas mal se tenir, et les conseils, qu'est-ce que t'en fais? Moi j'ai toujours un problème qui est d'un côté les conseils, ça me donne des tas d'images et d'idées sur comment tu joues au jeu, qu'est-ce que c'est de concrètement jouer, et d'un autre côté c'est toujours difficile à tenir en tête, quoi. La première fois que j'avais lu une Florenza Minima, il y avait 150 conseils, et je savais pas du tout ce que je devais garder, trier et tout, quoi. Et donc il faut trouver des nouvelles façons de transmettre des pratiques. Une façon, c'est peut-être de faire des ateliers rôlistes. C'est la voie choisie par Eugénie. On propose dans les conventions des ateliers qui font jouer des petits exercices, des trucs, quoi. On peut pas faire un atelier jeu en performance. Le jeu en performance, c'est jouer avec ton style. Donc ça peut pas venir de quelqu'un d'autre qui t'apprend ça, tu vois. Mais par exemple, dans la clé du nuage, un truc que j'essaie de faire, c'est des conseils de jeu qui disent pas tu dois jouer comme ci comme ça, mais je te propose d'organiser ta pratique, c'est-à-dire essayer de faire une partie, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché. Je peux pas anticiper les problèmes, mais ça vient peut-être de ceci ou de cela. Si le jeu vous intéresse pas, tant pis. S'il vous intéresse, vous pourriez essayer de varier tel ou tel truc, modifier les règles de telle ou telle façon, parce que pareil, moi les règles, moi je les trouve très bien pour moi, mais elles sont peut-être très bien seulement pour moi en fait. Et tout ça, c'est une grammaire à trouver, quoi. La clé du nuage me satisfait pas du tout de ce point de vue-là, mais à un moment, à force d'écrire, il faut rendre le truc et il faut l'imprimer, tu vois. Il faut que ça sorte parce que le jeu sera jamais fini. Et il y a plein d'autres voies à explorer, en fait, sur comment est-ce qu'on fait pour transmettre une pratique. Et ça, c'est la question infinie, quoi. En fait, moi, mon grand désarroi, c'est que vous êtes en train de développer une théorie ou une vision des choses que je ne comprends pas. En tant qu'animateur, si tu comprends que dalle à ce que ton intervenant il est en train de dire, tu peux pas poser les bonnes questions. Alors j'aimerais être un meilleur intervenant et te poser les bonnes questions, mais je sais pas quoi te dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est tellement loin, tu vois, de mes connaissances, de mon corpus. C'est clair, c'est hyper riche. Mais du coup, tu vois, tu me sèches, quoi. Moi, j'ai plein de discussions. Mon grand partenaire de théorie, à part Eugénie, c'est Valentin Touzeau. Ouais. Et lui, il est à fond sur le jeu moral, le jeu en convergence. Il veut faire la même chose que son personnage. Il veut être à fond dedans. Et il est radicalement pas du tout dans le même courant que moi, en fait. On se retrouve sur notre amour des jeux indés, un peu bizarre. Mais en fait, ce que lui il cherche dans les jeux, c'est pas du tout la même chose, quoi. Et donc, ça a été un peu compliqué au début pour réussir à se parler et trouver le bon plan. Et une fois de plus, spoiler, c'est toujours la théorie qui nous sauve à la fin. Lui, c'est un universitaire qui a beaucoup réfléchi à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en sciences sociales, comment tu fais discuter des paradigmes et des gens qui ont des points de vue radicalement différents sur le même objet et qui disent tous les deux des choses cohérentes. C'est quand même incroyable qu'on puisse faire ça en sciences humaines, en jeu de rôle, en art, en tout, quoi. Et on arrive à se comprendre, mais il y a forcément une distance à prendre par rapport à des gens qui font des choses complètement différentes. Moi, je comprends pas ce qu'ils trouvent dans le jeu moral.
je capte un petit peu, tu vois, je trouve ça ouf. Et je vois ça de loin, je me dis c'est génial. Moi je trouve ça nul, mais je trouve ça génial. Tu vois. Et c'est réciproque. Hier on racontait des bribes d'une partie qu'on a faite où on cassait complètement le jeu. À la fin on était 5 MJ contre un seul PJ. Enfin c'est un truc complètement cassé de Comme Martin qui s'appelait Meurtre au monastère quantique. C'était génial, mais jamais de la vie je jouerais ça. Tu vois, dialoguer alors qu'on n'a pas du tout le même monde, mais c'est super. C'est génial. Bon, en tout cas, ouais, je regarde le jeu et je lis les articles du jeu en performance avec une certaine bienveillance, même si j'ai l'impression de pas comprendre grand chose. J'essaye d'enregistrer des podcasts sur le sujet pour pousser les auditeurs à être curieux, s'ils comprennent, voilà, et t'interviewer pour justement en savoir plus sur les avancées des théories. Voilà, j'espère être... quelque part, bon, si les articles n'ont pas été compris d'une certaine manière, nous on a échoué là-dessus, mais on a d'autres chances, tu vois. Moi je trouve que si, ils sont compréhensibles. Attention, loin de moi. Non, moi j'ai la sensation de comprendre ce que vous faites, mais j'ai pas l'impression de pouvoir vous aider parce que j'ai la sensation de pas avoir jamais vraiment joué en performance. Alors je sais que Génie prétend que si, quand t'es meneur de jeu, t'as tendance à utiliser des routines qui sont proches de ce type de paradigme, mais honnêtement, peut-être que je l'ai fait, mais du coup j'ai pas conscience de ce qui est de l'ordre du jeu en performance et ce qui en est pas. Je sais pas comment discuter, tu vois. Il reste à faire plus d'articles, plus de discussions. Un truc qui aide pas mal, je pense, c'est un peu ma prochaine étape, c'est d'analyser concrètement des vraies parties enregistrées pour qu'on ne puisse tous écouter la même chose et que je puisse ensuite expliquer ce qui se passe, quoi. Ouais. Là, j'ai enregistré 2 parties de mon jeu où à la fin il y a 40 minutes de jeu puis 30 minutes de débrief où on essaie de tout refaire, quoi. Et là, la prochaine étape pour moi, en fait, voilà, on en arrive à un truc super. Tu vois, quand tu prends la Forge, un truc qu'elle a amené qui était ouf, c'est de pouvoir faire de la critique rôliste sur un sujet bien précis, qui est dire en fait, je regarde les règles, mais je regarde aussi le système qui en émerge concrètement quand on joue. Et puis ça fait un axe de critique, se dire ok, comment est-ce que fonctionne le jeu, est-ce qu'il est dysfonctionnel, est-ce que ceci ou cela, etc. Et moi le gros problème qu'on a, c'est de faire de la critique maintenant de partie, parce qu'en fait en performance l'œuvre d'art c'est plus le jeu, c'est la partie. Du coup il faut trouver un moyen de critique. Alors attention, critique ne veut pas dire donner une opinion si c'est bien ou pas, c'est plus ce que j'appelle critique, c'est plus une analyse en fait. Mais c'est d'expliquer dans une partie comment ça a fonctionné, pourquoi là c'était cool, pourquoi ça a bien marché, pourquoi est-ce qu'on a kiffé, quoi. Donc ça c'est un peu ma prochaine étape maintenant, c'est à partir de parties enregistrées que tout le monde peut aller écouter, d'en produire une critique, dire comment ça s'est fait, comment ça a fonctionné. Moi j'ai un exercice qui m'a complètement éclaté le cerveau il y a 2 mois, ça a été une de ces parties là, faire une transcription. Juste écrire ce qu'on dit, puis revenir dessus et réfléchir. On avait fait un Google Doc avec plein de petits commentaires là-dessus. Ah mais là je voulais dire ça, là il s'est passé ça. Et on voit des trucs de fou, quoi. Il y a un paragraphe, à un moment il y a une intervention où je sais pas du tout où j'en suis, je suis complètement à la masse, et ça se voit dans mes descriptions qui sont complètement nulles, par exemple. Il y a d'autres moments où je vois que je fais référence à un truc complètement obscur et petit à petit c'est mal compris, mais du coup ça amène quelque chose de génial. Et expliquer ça, comment s'est passé la partie, ça c'est le next step, quoi. On n'y est pas encore. C'est assez génial en tout cas comme projet. Ce qui serait cool, c'est que tu nous fasses que vous nous fassiez une espèce de podcast de la cellule du jeu en performance, c'est-à-dire, parce que, bon, on va pas se mentir, quand tu parles des théories forgiennes, tu parles surtout de la digestion de la forge par la cellule, j'imagine, ou les théories francophones. Frédéric Sintès, Fabien, moi. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a toujours quelque chose d'un peu impropre quand je dis forgien, parce que la moitié du temps je pense à Ron Edwards, et en fait l'autre moitié du temps, ceux que j'appelle vraiment forgiens, c'est en particulier Frédéric Sintès, qui a un super blog pour le coup, où on comprend, qui donne une cohérence et une vision globale au paradigme qui est assez ouf en fait. Et donc du coup, ce qui serait cool, c'est que finalement vous fassiez peut-être des sujets de réflexion audio, comme ce qu'on a fait pour la cellule, tu vois. Ça a été envisagé ça, de faire un podcast hebdomadaire sur le jeu en performance? Pas trop. Le podcast c'est pas du tout un domaine qui est trop le mien. Moi j'ai un problème, c'est que je suis ultra dispersé, je sais jamais ce qui va m'intéresser 3 jours plus tard, quoi. Donc j'ai écrit un blog pour le moment, et c'est paradoxalement un blog que je diffuse très peu parce qu'il est pas hyper accessible, je suis dans mon coin, je fais mes trucs. Un jour ou l'autre ça va décanter, je vais essayer d'en sortir quelque chose de plus intelligible, quoi, mais pour le moment on est un peu dans une espèce de fourmillement bizarroïde. Moi je suis en plus, il se trouve que je suis intéressé par des jeux vraiment spécifiques, la moitié des jeux qui m'intéressent ils n'existent pas encore malheureusement. Donc on essaye, mais il faut trouver du temps, il y a 1 milliard de choses à faire. Est-ce qu'on passe du temps à
faire des parties pour kiffer nous, faire des jeux pour avoir des nouvelles façons de discuter, donc pour faire des parties ensuite. Est-ce qu'on cherche à faire de la théorie pour mieux comprendre ce qu'on fait, de la vulgarisation de notre théorie, enfin, il y a une somme de boulot de ouf, et moi j'ai thèse à écrire en fait. Ah ouais, d'accord, ouais, je comprends. T'as une thèse, t'es thésard en même temps Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, ça limite le temps, forcément. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Merci Félix en tout cas pour cette petite interview. Je pense que ça permet de bien voir aussi les développements que tu suis et de voir où en est justement ce paradigme. Comment faut l'appeler du coup? Une théorie, tu dirais une théorie du jeu en performance? Comment je peux en parler dans la cellule? Vous êtes des théoriciens? Je sais pas, on n'a même pas vraiment de nom. Pendant un moment, on utilisait joueuse Does Matter, tu vois, par opposition au système Does Matter. Le souci, c'est qu'il y a un côté un peu... moi je suis pas d'accord avec ça d'ailleurs. Je suis en train d'écrire un article là-dessus. Mais de toute façon, c'est un truc qu'on abandonne en fait, parce que c'est un peu un souci de dire, nous on a vraiment... Ça donne le sentiment de dire, nous on a vraiment compris le jeu de rôle, c'est pas ça, c'est la joueuse important. C'est pas vrai, tu vois. Donc moi j'appelle ça théorie de la joueuse, mais ça vient un petit peu de l'idée, c'était il y a longtemps, mais c'est sur... joueuse Does Matter, je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec... Ouais, mais c'est daté comme expression. En fait, le jeu en performance, c'est une certaine forme de jeu. Après, ce que tu peux sortir comme théorie beaucoup plus générale autour de ça, c'est de dire, c'est ce que j'appellerais une théorie sémiologique ou linguistique, si tu veux. C'est-à-dire, c'est quoi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les signes qu'on utilise, c'est quoi le langage qu'on utilise, qu'est-ce qu'on se dit, en partant du principe qu'on se dit pas que des choses avec des mots, on se dit des choses avec des mécanismes, des gestes, des façons d'utiliser nos jeux, etc. Moi, je vois tous les jeux comme des systèmes de langage, en fait. Je veux un mécanisme, ça dit quelque chose, je peux l'utiliser. J'ai besoin, par exemple, de pouvoir détruire les mécanismes du jeu si ça a du sens, par exemple. D'accord, ouais. Et donc, on peut voir le jeu plus généralement, pas que sous l'angle de la performance. C'est très différent de dire toutes les parties de jeu de rôle sont de la performance et d'analyser ça comme ça, et de dire le jeu de rôle en performance, c'est jouer des jeux en sachant que c'est des performances et appuyer là-dessus, quoi. C'est une niche spécifique à l'intérieur d'un truc plus vaste, quoi. En tout cas, j'ai l'impression que ce que vous voulez saisir, c'est l'instant. Nous, ce qu'on appelle l'instant avec Morgane Régnier, de instant avec un I majuscule. C'est-à-dire, tu vois, un côté très éphémère. Et en fait, je sais pas comment dire, mais pour parler en théorie ancienne, il faudrait presque Cosmo et Reber, c'est-à-dire un ordinateur qui décrive concrètement ce qui se passe dans la réalité pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai la sensation que vous êtes à la recherche d'un espèce de truc hyper complexe, qui ne peut laisser... En fait, il y a que des traces de ce que vous voulez parler d'un objet phénoménologique, en fait, qui est un phénomène qui ne laisse que des traces et tous les objets phénoménologiques sont extrêmement difficiles à décrire, à saisir. C'est ça la grande difficulté, je pense, à laquelle vous allez être confronté dans les développements en fait de ces théories. Mais en tout cas, bon courage. Que la force soit avec vous. Yes, merci à toi. À bientôt. Retour à Eclipse avec Patrick alias Frog Eaters. Frog Eaters, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu as la patate? Toujours la patate, toujours la pêche, tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau? Qu'est-ce que tu as sorti là? Rien du tout de nouveau. Oh non! Mais c'est quoi tous ces livres que je ne connais pas là, pourtant, le royaume de la discorde? Et en fait, la nouveauté, c'est que je fais partie d'une maison d'édition. Et cette maison d'édition qui est spécialisée dans le livre-jeu sort tout ce que tu vois ici même. Ah d'accord, donc en fait... Des livres-jeux et aussi du jeu de rôle. Et c'est le jeu de rôle justement que je prépare depuis des années maintenant. D'accord, donc toi en fait, on rappelle que tu avais des jeux à toi, tu étais indépendant, Frog Eaters c'était un... Nous Zombies par exemple, voilà, qui donc va sortir chez Alconost et non plus en format auto-éditeur. Voilà, c'est-à-dire en fait, en gros tu es passé du format auto-éditeur à édité par une maison d'édition, mais que tu contrôles, dans lequel tu as des parts. Oui, j'ai des parts très très importantes. Je lis, j'anime les festivals. Ça s'arrête là en fait. Au niveau administratif, au niveau des décisions, au niveau de la relecture, du comité de lecture, ce genre de choses. D'accord, ok, ça marche. Et donc tu travailles avec qui dans cette maison d'édition ? Avec qui? Alors il y a Laurent, alors je connais essentiellement les prénoms, je suis désolé. Donc il y a Laurent qui est le président de l'association, parce que c'est une association à la maison d'édition. D'accord. Tu peux nous rappeler son nom ? Alconost, édition. Donc Laurent qui est le président, il y a ensuite Thierry qui est le trésorier, ensuite il y a moi-même qui est l'un des auteurs, il y a Rémi qui est aussi l'un des auteurs ici présent. C'est du livre-jeu que vous faites ? Livre-jeu et du jeu de rôle. En gros, ils ouvrent une branche jeu de rôle. Après, c'est une petite maison d'édition qui existe que depuis 2 ans, c'est tout nouveau. Avant, ils avaient surtout des magazines. Et là, actuellement, ils font essentiellement du livre-jeu et du livre dont vous êtes le héros. T'as quoi par exemple comme jeu? Tu peux nous présenter ça rapidement?
Eh bien, l'un de nos succès, les grands succès de la maison d'édition, c'est Fleurir en hiver, où on joue dans une chaîne médiévale, impériale. C'est très simple, on joue une servante au service d'une princesse qui va se marier à l'un des 3 princes. En tant que servante, il faut la diriger vers l'un des 3 princes ou lui piquer sa place. Donc ça donne des fins alternatives par rapport à cette histoire. C'est très riche, c'est très bien écrit, c'est des longs paragraphes. À la différence de beaucoup de livres-jeux, de livres dont vous êtes le héros, il n'y a pas de système de jeu, c'est juste des choix. Et des marqueurs de temps, des mots-clés pour savoir la progression du personnage. D'accord ? D'accord, ok, ouais. Ça, c'est du français. Fableland, comment ça se prononce ? Fableland, ça c'est une traduction tirée d'un jeu, enfin du livre jeu qui a été édité en 90. Alors il n'a pas été traduit en France à cette époque parce que c'est l'époque où le livre dont vous êtes le héros a chuté. Du coup, Gallimard n'a pas voulu éditer le bouquin, le traduire. Et donc nous, 20 ans plus tard, lors du revival, en fait, ça a bien marché au niveau de l'Angleterre. Et donc nous, de notre côté, on a fait la traduction. L'auteur est très content du travail qu'on a fait en matière de traduction. Et du coup, on continue avec lui. Et donc vous avez édité un 2e livre, où les deux livres existaient, ou alors il en a fait un pour vous, c'est-à-dire qu'il a vu le succès du premier, il s'est dit tiens, je vais en réécrire un pour eux dans les années 2000. Alors, en 90, il a écrit 7 livres sur 10, d'accord ? Et depuis, après 20 ans plus tard plutôt, les 3 prochains livres vont sortir en Angleterre. Quelle belle histoire. C'est un beau roman. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous présenter d'autre ? Du sang sous les vignes. Je connaissais Dogs in the Vineyard, là, du sang sous les vignes, c'est rien à voir. Rien à voir, strictement rien à voir. Alors ça, par contre, c'est tiré du jeu de rôle Antéas. Pour ceux qui connaissent, en gros. C'est quoi Antéas ? Antéas, c'est un jeu de rôle français. Dans le futur, éloigné, il y a une brume mystérieuse qui a envahi la planète et l'humanité s'est réfugiée dans les montagnes, dans les cimes des montagnes. Du coup, on a redescendu à une époque médiévale avec des vaisseaux volants, assez cyberpunk, et les personnes sont en train de rechercher les technologies anciennes dans les montagnes. C'est-à-dire, au lieu d'affronter la brume pestiférée, dans lequel il y a des monstres, ils vont dans les montagnes, creusent en dessous pour récupérer les souterrains, etc. Et donc là, on a le livre-jeu qui est tiré du jeu de rôle. Donc écrit par Kero. D'accord, ok. Et la Cité des Proscrits, c'est... Attends, c'est le tome 2, La Royaume de la Discorde et la Cité des Proscrits, je pense que c'est la même chronique, c'est ça ? C'est la même chronique qui se décline en 3 tomes. Le 3e tome va sortir en 2020, tout comme les 2 prochains tomes de Fableland, le 3 et 4, qui auront porté leur... il y a une participatif, Oui, un crowdfunding. Un crowdfunding, voilà, c'est ça. Et ça a été remporté, ça a été avec succès et tout. Et donc ça va être édité avec Posidonia, qui est aussi une autre maison d'édition qui fait des livres-jeux. On fait beaucoup de collaborations on est 3 associations, il y a Scriptarium, Posidonia et puis Alconost. Et en gros, on fait beaucoup d'échanges de livres, d'idées, pour se représenter dans beaucoup de festivals et vendre un peu partout nos petits livres. D'accord, ouais. Donc ça, c'est un petit jeu, par exemple, enfin un petit livre qui va être présenté plus tard, pareil en 2020-2021, en livre de jeu de rôle, sous le nom d'Intrigue à Shannara. Je te laisse. Voilà, sur mon stand, nous avons aussi du Scriptarium avec le livre-jeu de Rêve de Dragon. Là, tu connais les Rêve de Dragon ? Oui, je connais bien. Tu connais bien. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé ça passionnant, puis on a fait un combat. Ça a duré 3 heures, et puis là j'ai dit j'y jouerai plus jamais. Magnifique. Tu l'as bien vendu, c'est parfait. Non, mais enfin, j'imagine qu'un livre, c'est différent que ce jeu, quoi. Oui, ce vieux très, jeu. Très, très différent, tout à fait, oui. Après, l'univers de Rêve de Dragon est juste incroyable, attention. Ah oui. Oui. On vit dans le rêve d'un dragon, etc. C'est génial. Si le livre reprend l'univers sans les défauts du système avec les nombreux tableaux et compagnie, moi j'achète direct, tu vois, c'est bien, quoi. Pas cher. Alors tu vends combien d'ailleurs les livres là Celui-là il est à 13,50 €. D'accord, ok, ouais. Pas cher, effectivement. Les prix tournent entre 10 € et 15 €. Voilà. D'accord, ok, ouais, ok. Ça, entre 10 et 15 €. Entre 10 et 15 €, c'est ça. Dont le Temple du Néant, qui est à 5 €. Alors c'est un tout petit livre de 50 paragraphes. Alors, tous les livres qui sont d'auteurs français sont des vainqueurs d'un concours qui a lieu chaque année sur un forum dédié au niveau du livre-jeu.
Et chaque année, il y a le vainqueur qui reçoit donc au Festival de Cannes le prix d'or. Et chacun de nos auteurs a reçu justement le prix d'or. Et du coup, il a été édité. Il a été accepté. Ok, ouais, c'est chouette. Ok. Bah, je te remercie Patrick pour cette présentation. Et puis bon salon du coup. À bientôt. À toi aussi et à bientôt. À bientôt. Alors là, je suis sur un stand énigmatique. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu présentes toi ? Eh bien, je présente un jeu de rôle qui est en cours d'édition qui s'appelle Cabal, Histoire d'écureuil. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de peluches d'écureuils un peu partout. C'est quoi ce délire ? Oui, effectivement, là, je m'aperçois qu'il y a des écureuils partout. J'avais pas fait le lien. J'avais vu surtout les personnages Heroic Fantasy, on va dire. Alors, c'est quoi Cabal ? Tu peux nous présenter le jeu rapidement ? Bien sûr, eh bien, Cabal, dans les grandes lignes, c'est un jeu qui se passe sur le dos d'écureuils volants. Un peu à la Disque Monde. Pareil, dans un univers très coloré, très riche, très mouvementé, on va dire. Dans lequel vous pouvez jouer un mage, mais un mage au statut d'aventurier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité dans une classe comme guerrier, mage, voleur. Vous êtes plus libre que ça, et c'est ce statut de mage qui vous donne les droits d'aventurier que vous pouvez avoir. C'est un jeu de rôle traditionnel, c'est-à-dire il y a un MJ, des joueurs. Oui, jusque-là c'est du traditionnel, MJ, joueur. On essaie vraiment de libérer au maximum du côté règles, donc d'avoir les règles les plus légères possibles pour laisser la part belle à l'imagination. Ok, d'accord, très bien. Donc c'est dans un univers Heroic Fantasy, c'est ça, médiéval fantastique ? Pas que, parce qu'il n'y a pas qu'un seul écureuil, et chaque écureuil a développé son propre monde. Donc dans un même scénario, on peut passer du médiéval fantastique au post-apocalyptique, en passant par du steampunk ou par du contemporain. D'accord, c'est-à-dire qu'en gros, chaque joueur incarne un écureuil. Alors c'est plus compliqué que ça, j'ai l'impression. C'est plus compliqué que ça. Le monde sur lequel on est sont des séries d'écureuils. Ah, d'accord, c'est pour ça, c'est en ça que ça ressemble au Disque Monde, c'est-à-dire on chevauche un écureuil. C'est ça. On est sur une puce, on est une puce dans les poils de l'écureuil, quoi. En quelque sorte, ouais. À essayer de l'aider tant bien que mal à vivre sa vie et à trouver les bonnes noisettes. D'accord, ok. Ok, ça y est, je comprends mieux du coup l'univers du jeu, d'accord. Dans Cabal, on incarne des joueurs qui jouent sur un écureuil. C'est ça. Voilà. Ça a l'air bien barré en tout cas. Et ça se joue comment ? C'est quoi le système de résolution du jeu ? Le système tourne autour du D20, c'est le plus simple au monde. Quand il y a une action, on lance un D20. Si le résultat est haut, ça a de bonnes chances de réussir. Si c'est bas, tant pis pour vous. Et toujours avec un côté très explosif, très épique, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. Et le type de scénario que tu fais jouer, c'est quoi ? Là par exemple hier soir ça a été un scénario qui a tourné beaucoup sur l'enquête autour des touffus, des petites boules de poils mignonnes qui voulaient monter une révolution pour le front de libération des touffus. Ce soir je vais être sur un truc un peu plus énigmatique, transfiguration et magouille politique. Généralement j'essaie de faire toujours des scénarios hauts en couleur qui peuvent dégénérer et vraiment partir selon les joueurs dans quelle direction ils vont, les suivre. Mais on peut avoir un panel assez large parce qu'encore une fois chaque écureuil et chaque époque historique à laquelle on peut jouer correspond à différents styles de jeu. Il y a eu une grande guerre, on peut jouer du sombre, on est sur un monde beaucoup plus lumineux aujourd'hui, donc on peut faire quelque chose de beaucoup plus toon dans l'aspect et dans l'approche. Et donc on joue bien des humains ? Entre autres, parce qu'on peut également jouer des hommes loutres, des hommes écureuils, des tigres, des lions et plein d'autres choses, et des gnomes d'1,20 m. D'accord, ok. Je te remercie pour cette petite présentation. Et on peut vous trouver où ? C'est quoi le site ? Il y a un site internet, il y a une page Facebook ? On a une page Facebook, Cabal, C-A-B-A-L-E, sous-titré Histoire d'écureuil, sur lequel vous pouvez nous rejoindre et poser des questions, venir nous contacter, il n'y a pas de souci. Il y a des t-shirts apparemment, je vois que tu as un t-shirt écureuil. Ah non, celui-là il a été trouvé en douce ailleurs. Ok, ça marche, merci pour cette présentation en tout cas et bonne continuation sur le salon. À bientôt. De rien, bonne conve. Hop, et me voilà sur le stand de Christophe Lecaux. Alors Christophe, on t'a déjà eu sur la cellule dans des interviews de ce type. Christophe, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as la pêche ? J'ai la pêche, je crois. Écoute, tu vois, peut-être que cet après-midi, pas de chance, hein, notre ami Christophe n'a pas trouvé de joueur, mais tu vois, c'était le destin, c'était pour me rencontrer en fait, c'était ça. Et donc, on te connaît aussi sous le nom de L, CH et Anne, voilà. Donc ça, c'est la petite carte de visite que j'aime beaucoup. Donc tu fais plein de jeux. Faut voir les jeux qu'il fait, quoi. Faudrait que je puisse prendre une photo et vous montrer ce que c'est. C'est du papier collé, assemblé pour faire des compteurs de points de vie, de machin. C'est un indé pure souche avec des jeux très Ashcan, j'ai envie de dire. Et là, donc on avait eu déjà l'occasion de présenter. Je vous invite à aller réécouter le petit podcast que j'avais fait sur Eclipse de l'année dernière ou l'année d'avant. L'année d'avant, oui. En 2017, me dit Christophe. Donc, et là, tu as un nouveau jeu qui s'appelle Pretty Couple.
Vas-y, dis-moi. Pretty Couple. Pretty Couple, voilà. Et donc c'est un jeu narratif simulant une comédie romantique. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter ce jeu-là, s'il te plaît? Ça se joue avec des cartes où donc les joueurs font des tirages au début de la partie pour déterminer les grandes lignes de leur personnage. Et les malchanceux au tirage, ceux qui ne seront pas les stars de ce film fabuleux qu'on va se raconter, vont déterminer le cadre de la partie, l'endroit où on joue cette comédie romantique fabuleuse, l'époque, la durée, ce genre de choses, s'il y a du fantastique ou non, parce qu'il y a de très fameux exemples de comédies romantiques où la magie fait son éruption à un moment donné. Donc en fait, Pretty Couple, c'est pas un jeu à 2 déjà. C'est un jeu pour 5, 6 joueurs, je sais pas combien tu dirais. Alors, au-delà de 5, je le déconseille, même s'il y a 8 cartes qui permettent de faire des personnages, puisque ce sont les rois et les dames. Et concrètement, comment ça se joue? Tu pourrais me faire jouer là, rapidement, me faire tirer des trucs rapidement ou pas du tout? T'as des cartes, c'est des cartes traditionnelles les cartes. Ce sont des cartes traditionnelles. Voilà, elles sont rangées dans mon sac. On va peut-être pas prendre. D'accord. Tout sortir. C'est demain que tu fais tester ça. C'est demain. Et J'adore. Ce soir, Pretty Couple, faut voir la petite affiche là, c'est tout mignon. En même temps, c'est mignon. Hein. C'est une comédie romantique. Ça inclut des joueurs qu'ils aient quand même une bienveillance envers tous les participants et envers le canon. C'est-à-dire, inutile de venir si on veut défourailler du zombie. S'il y a des zombies, on jouera plutôt Warm Bodies, qui est une comédie romantique avec des zombies qui s'éveillent et qui reprennent vie grâce à l'amour, ce qui est quand même beaucoup plus beau. Donc en fait, c'est une comédie. Donc le pitch du jeu, c'est qu'on va faire une comédie romantique, mais on va tout tirer au hasard en fait. J'ai l'impression. Non, pas forcément. C'est-à-dire que ceux qui vont piocher des cartes, les cartes les moins fortes, vont pouvoir déterminer du setting de la comédie. C'est ça. Donc dans les 3 premiers tirages, on va tout déterminer. Et ensuite, on va se créer une main avec les cartes rouges ou les cartes noires, suivant on va jouer dans une scène, puisque à tour de rôle, on est le réalisateur, le meneur de jeu d'une scène, dans laquelle on inclut forcément son personnage et une action. Et cette action peut être contre l'un des objectifs de la partie, sachant que les grands objectifs, ce sont les couples qui sont potentiellement réalisables, et que les objectifs secondaires sont les objectifs de chacun des personnages. Et donc l'action, on va soit elle est contre un de ses objectifs, soit elle favorise un de ses objectifs. Et dans ce cas-là, la carte rouge, ce sont des points gagnés pour l'objectif, et la carte noire, des points retirés à l'objectif, le score devant être positif à la fin de la partie. D'accord, ok. Donc en fait, les cartes noires sont des cartes d'attaque des objectifs, éventuellement des objectifs un peu opposés aux tiens, ou enfin en tout cas de ceux que le joueur juge les moins pertinents, ou voilà. Et les cartes de cœur, c'est on avantage en fait l'objectif qu'on a envie de kiffer, quoi. Enfin de voir, d'encourager. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Ok, d'accord, très bien. Ça dure combien de temps à peu près? Ça dure environ 4 heures, voire même souvent moins. On est plus près des 3h30 que des 4 heures. Donc. D'accord, ok, ouais, donc ça dure quand même un certain temps. Ok, très bien. Et ça, c'est disponible comment pour l'instant? C'est en PDF? Pour l'instant, ce n'est pas disponible, mais ce le sera très prochainement avec un autre jeu qui m'a été réclamé et sur lequel je n'en dis pas trop pour le moment. Mais visiblement on a déterminé que je me faisais une spécialité de simuler des genres, puisque il y a Astreman dont j'ai déjà parlé qui simule le genre tokusatsu, principalement le sentai. Il y a également donc maintenant Pretty Couple et on m'a commandé un jeu notamment par les rédacteurs d'un fanzine qui s'appelle Le Voyeur, mais finalement ils ne le publieront pas parce que je n'ai pas pu réduire la taille du jeu suffisamment pour qu'ils puissent l'éditer, le publier, et donc il s'appelle Pornolapse.
et ça simule effectivement un genre de production cinématographique que tout le monde aura bien reconnu. Ok, donc ouais, effectivement, donc si vous connaissez pas Christophe Lecaux, c'est plein de petites productions complètement barrées, souvent effectivement qui émulent un genre, un style, on va dire cinématographique ou série particulier. Donc là tu parlais du Sentai tout à l'heure, là maintenant donc la comédie romantique, le porno, etc. Et toujours très très barré. Bah merci Christophe de nous avoir présenté ce nouveau concept. Et puis bah, bon courage à toi dans la présentation de Pretty Couple demain. Allez, bonne conve. Merci. À toi aussi. Bon, je me balade là sur Eclipse toujours et je croise un jeune homme, Johan, avec un jeu bizarre, l'initiation au complexe du croisé. Le complexe du croisé, c'est ça le nom du jeu ? Tout à fait. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ça rapidement ? Qu'est-ce que c'est le complexe du croisé ? Je vois ces affiches en noir et blanc. Ça a l'air d'être un jeu en, je sais pas, une centaine de pages, quelque chose comme ça, 120 pages, je dirais, à vue de pif, 100 pages. Un kit d'initiation. Alors vas-y, c'est parti, présente-nous ça. Qu'est-ce que c'est le complexe du croisé ? C'est un univers d'épouvante super-héroïque qui se passe dans un monde contemporain, c'est le nôtre. La Libye est en feu, Trump est au pouvoir aux États-Unis, Macron tire sur son peuple et vous voyez dans le ciel des surhommes qui volent, vous voyez aux médias des super belles femmes qui sont surhumaines. Et ça vous énerve de voir des gens qui ont les pouvoirs d'agir mais qui baissent la tête, qui sont achetés, qui sont corrompus. Et du coup les joueurs incarnent ces gens révoltés, ces gens qui sont prêts à basculer dans le complexe du croisé et pas à prendre les armes, mais en tout cas à agir, à essayer d'agir, à essayer de combattre le behemoth de la société et des surhommes. Du coup il y a différents aspects de cet univers-là. Il y a un aspect tradition comics avec des surhommes, des gens costumés. Il y a un aspect science-fiction d'anticipation dans le sens où qu'est-ce que ça fait de vivre avec des surhommes à ses côtés, de voir le concept de potentialisme qui infuse dans la société. Qu'est-ce que c'est le potentialisme ? Le potentialisme, c'est une notion qui est développée dans l'univers dans le sens où si on s'astreint à une discipline, on peut atteindre la surhumanité. Donc il y a différents concepts, différentes façons de le faire avec des exercices physiques, de la méditation, de la culture générale. Et du coup les gens sont fanas à cause de ça. Et enfin il y a un dernier aspect, c'est l'aspect arrière-monde d'épouvante Lovecraftien. Moi je ne reprends pas la mythologie de Lovecraft. Par contre je reprends ses principes fondateurs. L'humanité n'est rien. L'humanité est un passager de la Terre. Et l'humanité sera succédée par des races comme elle a précédé d'autres races. D'autres espèces. Bon, j'y crois pas du tout, mais j'ai envie de tester. Mais ce serait un plaisir de vous accueillir à Cellule. Moi j'ai appris à étendre mon champ ludique avec les podcasts de la Cellule. Du coup, ce serait ravi de me faire défoncer par la Cellule. Chouette. Ah bah alors là, il n'y a pas de problème, on t'invite à la barre ou quand tu veux. Moi j'ai vraiment envie que tu viennes nous présenter ce jeu. Franchement, ça a l'air d'être un jeu très politique. Je me trompe ? Ça dépend des intentions du meneur et des joueurs. Hier à ma table, j'ai eu un joueur qui a à cœur la problématique LGBT et il a décidé d'en faire un argument de son personnage. Il l'a utilisé, ça a fait très jolie scène. Personnellement, ça m'impacte pas. C'est lui qui décide. Après, l'univers, effectivement, il est écrit avec un propos politique, même dans ma présentation, là, de citer des noms de présidents, des sujets délicats comme le Yémen, l'écologie. Mais je suis pas là pour assommer les gens avec ça. Moi, c'est un cadre global. Et du coup, si votre délire, c'est juste de soulever des voitures et les balancer sur quelqu'un, c'est possible, quoi. Tu voudrais pas tomber dans le jeu de propagande, entre guillemets, c'est-à-dire que t'as pas un propos politique proprement parlé à développer, à vendre, si j'ose dire. C'est pas de la propagande. Par contre, tu te proposes un univers qui forcément, je pense, dans la manière dont tu le présentes, moi je te le dis, pour moi c'est évident qu'il va forcément, de la manière dont tu le présentes, impliquer que des joueurs vont vouloir y mettre de la politique, c'est sûr et certain. Mais dans les scénarios qu'on propose, peut-être pas dans le kit d'initiation, faudrait réfléchir, mais dans les scénarios que je propose et que je vais proposer, il y a des thématiques sociales. Ce soir, je fais jouer en Louisiane des problèmes d'inondation qui secouent la quartier populaire et un homme masqué qui tabasse des Afro-Américains. Donc oui, il y a des problématiques sociétales, mais après c'est moi qui les mets dans le jeu parce que c'est moi en tant que meneur qui décide. Après un meneur, encore une fois, qui ne veut pas de problématiques sociales, il en met pas tout simplement. Mais l'univers le jeu est décrit comme un univers global. Du coup, je me dois en honnêteté d'en parler, même si je ne donne pas forcément mon avis.
vie. Quelqu'un de complètement fasciste peut jouer au jeu et mettre ses problématiques fascistes. Quelqu'un qui est progressiste peut mettre ses problématiques progressistes. Quelqu'un qui est gauchiste peut mettre ses problématiques gauchistes s'il veut. Et quelqu'un qui est juste ludique, qui veut s'amuser, peut juste s'amuser et être ludique. C'est un outil. Plus qu'un pamphlet militant, c'est plus un outil militant. D'accord, ok. Ça m'intéresse vraiment. Donc, Johan Lebec, Papette Lorraine, Vigneron Renan. Alors, vas-y, explique-nous tout ça. Qui sont ces gens ? Alors, en fait, c'est les gens que j'ai recrutés pour le projet. L'idée, c'était de faire un projet collectif, qu'on ait tous une part égale dans la création. Donc, moi, je suis l'aspect auteur, donc le pôle littéraire du projet. Papette Lorraine est la relectrice du projet, donc elle fait aussi partie du pôle littéraire du projet. Vigneron Renan est l'illustrateur de talent. Et lui, il est à lui tout seul l'aspect esthétique. Et puis moi, je m'occupe aussi de l'aspect administratif. Donc, quelle forme on a, les démarches auprès de notre auto-édition avec les imprimeurs, avec des contacts, enfin la com. Donc, tu es complètement dans le modèle de l'indépendance, selon toi ? Je pense. En tout cas, je prétends pas, mais c'est ce que j'essaye d'être. Très bien, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le système du jeu ? Je tiens déjà à remercier monsieur Emmanuel Bédoué, car il y a 3 ans, en l'accompagnant sur le parking, en lui posant des questions sur sa pratique d'auteur, il m'avait dit que un jeu de rôle avec un système qui ne veut rien dire est un jeu de rôle inutile. Et ça m'a profondément marqué. À l'époque, j'avais un système 2D à la con, un DD6. Et un mois après, j'avais un système 100D basé sur la parole, sur la reconnaissance de l'imaginaire du joueur, sur son implication dans le scénario, sur le vecteur que le joueur est par rapport au MJ. Et ça fait partie des principes du système, quoi. C'est favoriser l'imagination, c'est donner à tous un même temps de parole et les mêmes moyens de prise de parole, même si la qualité de ces moyens, ou en tous les cas la particularité de leurs moyens de parole n'est pas la même. Et puis voilà, c'était vraiment récompenser les joueurs quand ils veulent décrire quelque chose, et aussi en tant que meneur de se faire un plaisir de les assassiner quand on en a les moyens. Je trouve remarquable ta présentation abrégée en fait du jeu. Donc je vous présente rapidement parce que évidemment vous ne voyez pas. Donc on a 4 axes. Donc le principe. Donc là où il y a 3 points qui sont développés: favoriser l'immersion dans la narration, encourager et récompenser l'imagination des joueurs, donner à tous les joueurs le même temps de parole, le moyen d'expression. Ensuite, on a ce qu'il appelle les 4 règles. Donc un argument ne se joue qu'une fois par acte, un contre-argument annule l'action d'un joueur, etc., etc. Enfin, je vais pas tout vous décrire, mais en gros, c'est très clair, très bien présenté, et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'est pas dans le jeu de rôle qui voit, un univers et des règles de résolution pour simuler des interactions entre objets fictionnels. On est là dans un jeu de rôle qui pense le système en termes de répartition de la parole autour de la table, de comment on met en place comme le jeu de rôle comme finalement discussion organisée par des règles, ce qui est la définition qu'en donnent souvent les théories forgiens. Et Jérôme, tiens, tant que je oui. C'est qui a donné la définition du jeu de rôle comme discussion organisée par des règles? Je sais pas. Alors, c'est un mec de la Forge. Alors, je sais pas. Moi, non, vraiment. Je sais que moi, j'ai entendu par Greg Pogo. Voilà, Greg Pogo. Mais Greg Pogo, il vient pas de la Forge, il est belge. Non, mais Greg Pogo, il tenait de Vincent Becker, me semble-t-il, non? Bon, alors là, moi, je suis pas. Bref, en tout cas, l'idée, c'est de dire que il faut structurer la parole par des règles et pas forcément émuler, essayer de faire une simulation en réalité virtuelle de l'interaction des objets fictionnels entre eux. Et donc là, toi, t'as l'air de t'inscrire justement dans cette tradition de jeu de rôle là. Et a posteriori, ça. Je le découvre a posteriori parce que je considère cette production comme mon expérience du jeu de rôle. C'est pas ma définition du jeu de rôle, c'est pas la définition du jeu de rôle, c'est vraiment mon expérience, mon vécu. Et du coup, c'est après que j'ai ouvert mes connaissances rôlistes grâce au podcast de la cellule aussi, mais c'est vraiment ces derniers mois et que j'ai constaté a posteriori que je m'inscrivais dans une sorte de tradition avec les systèmes Apocalypse, Monostatos dont vous parlez beaucoup, et tous ces systèmes-là en fait. Mais ça, je savais pas au moment où je créais ce système pour mes joueurs, pour leur faire passer des messages, pour qu'ils puissent passer des messages.
C'est exactement ce qui m'est arrivé avec Sens aussi. En fait, quand j'ai créé Sens, j'étais en train d'écrire un jeu et j'ai découvert tout un tas de théories qui correspondaient à ce que j'étais en train de créer. Et voilà quoi, j'ai la sensation que tu vis un peu la même histoire. Ben vraiment, j'ai envie de partager, j'ai vraiment envie que les auditeurs aient l'occasion de t'entendre, que tu puisses partager comme ça leur histoire. Ça me fait plaisir de voir quelqu'un, d'abord un auditeur. Déjà, ça me fait plaisir de rencontrer un auditeur et quelqu'un qui dit explicitement, bah ouais, la cellule m'a aidé à créer un jeu et tout. Je me dis, bah c'est cool, bah j'ai envie de voir le résultat. Là, c'est pas tant la cellule qui m'a aidé à créer le jeu, c'est plus Olaf au coup de pied au cul initial, pardon pour la vulgarité, mais je suis comme ça, qui m'a dit, là tu tiens quelque chose, une idée qui peut se concrétiser. Après, monsieur Manuel Bédoué qui m'a dit qu'un jeu n'est rien sans un système qui est vecteur d'émotion. Et enfin, une fois que tout ça a été fait, pour me familiariser avec la com, avec l'univers, pour me donner des arguments, pour échanger avec les joueurs, le podcast de la cellule qui vient m'apporter un peu de culture, mettre des mots sur des concepts qui sont en place, le syncrétisme, des choses comme ça, quoi. D'accord, et en tout cas j'ai vraiment envie de voir le résultat de ton travail, de ta réflexion et tout ça. Ok, très bien, je te remercie beaucoup pour cette petite interview, et puis puisque tu es rennais en plus, ça risque d'être facile de se revoir, donc je vais prendre tes coordonnées, puis on va s'organiser tout ça. Voilà, allez, à bientôt. À bientôt. Et voilà, Eclipse 16, c'est terminé. J'espère que ce petit tour d'horizon des auteurs présents sur le salon vous aura plu. N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Merci de laisser des pouces bleus à droite à gauche, de commenter tout ça pour augmenter la visibilité de ces petites interviews. Voilà, merci à vous, portez-vous bien et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine convention au salon.